Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Comme d'habitude, Nicolas James sera à mes côtés tout au long de cette émission. Je vous rappelle qu'elle est en direct et que vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité. Alors notre invité justement, qui est-il? Directeur de la communication de Capgemini, c'est en 2007 qu'il lance avec Guillaume Multrier le pure player Webedia, racheté en mai 2013 par Fimalac, un groupe qui, depuis le rachat de Allociné cet été, pèse désormais près de 14 millions de visiteurs uniques. J'ai nommé Cédric Siré. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je vais commencer cette émission par une nouveauté. C'est la question de Thierry Amar, président d'Offre Média, le nouveau partenaire de cette émission. Toutes les semaines, il posera une question à notre invité présent sur le plateau. Et cette semaine, cette question, elle est pour vous. On regarde. Cédric Siré, vous êtes par définition un entrepreneur pure player du web. Avez-vous été tenté ou êtes-vous tenté par une aventure dans des médias plus traditionnels comme les magazines par exemple? Alors, qu'avez-vous à répondre à Thierry Amar? Alors non, je suis arrivé un peu dans les médias par hasard, donc je veux dire, c'est pas une vocation. Et est-ce que j'ai pensé à travailler dans les médias plus traditionnels? Pas vraiment, parce que ce que j'aime dans le web, c'est la capacité à bousculer les positions établies, si on est un peu plus agile, un peu plus créatif. Ce qui est beaucoup plus compliqué à faire dans les autres médias où les investissements sont plus lourds et où les positions sont un peu plus bloquées. Après, il y a quelques exemples qui ont bien fonctionné sur la logique web to print et on se pose la question avec une marque comme Pure People de savoir si elle est déclinable en presse. C'est des sujets qui sont, je dirais, en termes de, auxquels on réfléchit en tout cas. Une acquisition de marques papier, par exemple Lagardère qui cède 10 marques dont Bi, ça pourrait vous intéresser ou pas? Non, pas du tout. Non, ce serait vraiment un lancement ex nihilo. Ça serait le modèle web to print peut-être regardé. Mais on n'ira pas racheter des quotidiens, des magazines, etc. Et on n'est pas du tout sur... on n'a pas regardé les sujets Lagardère là. Alors pour revenir au lancement de Webedia donc en 2007, comment vous est venue l'idée et pourquoi avoir fait le choix de ce thème People en premier pour commencer? Je dirais une analyse très simple et toujours c'est quelque chose de basique. Hein, on a pris l'OJD. 18 millions de personnes qui a priori lisaient la presse People. On a pris NetRatings. Le premier site à l'époque faisait 300 000 à 400 000 visiteurs uniques. Et on s'est dit, voilà, ça c'est ce qui s'appelle un trou de marché. Il n'y a aucune raison que tout ce qui s'est passé sur le reste des médias ne se passe pas non plus sur ce vertical-là. Il y a une différence entre 300 000 et 20 millions. On va lancer ce vertical en y mettant les moyens, en trouvant un modèle qui est monétisable. Ce qu'on a fait avec Pure People. Et effectivement, comme c'était un trou de marché, ça a pris immédiatement. Voilà. Donc une réflexion très simple. On a comparé un kiosque de presse à l'époque à Internet et on a pris une part de ce linéaire. Et effectivement, vous avez pris pas mal d'avance sur les acteurs traditionnels qui ont mis du temps à se mettre sur ce segment-là. Aujourd'hui, on voit quand même que elle, par exemple, Voici sont des marques beaucoup plus actives sur le web. Vous pensez que l'avance que vous avez acquise sera difficilement récupérable par ces médias-là ou ça vous inquiète, vous les regardez, vous continuez, vous vous sentez challengé encore tous les jours? Bien sûr, on est challengé et le problème du web, vous le savez bien, c'est qu'on est obligé de réinventer tous les 6 mois ou tous les 18 mois, mais la fréquence commence à se réduire, nos business models. Donc effectivement, on a pris de l'avance sur... construire un média show vertical, exhaustif sur la thématique People en mettant plein de photos en ligne, en publiant 80 infos tous les jours, etc., etc. Ils ont rattrapé ça. Maintenant, nous, on est en train de réinventer un nouveau Pure People, plus social, plus mobile, plus vidéo, etc. Et c'est cette... C'est cette capacité à se mettre en mouvement tout le temps qui est plus compliquée pour les grands groupes. C'est ça qui fait véritablement notre différence. C'est jamais une position acquise, c'est la dynamique de renouveler en permanence cette position. Alors on a déjà beaucoup de questions d'internautes. Jean-René demande, vous avez eu du mal à trouver des investisseurs? Je dois dire que ça a été assez facile. On a été suivi de manière quasi immédiate sur cette idée simple, le trou de marché, par des premiers business angels très très vite. Et ça nous a permis de sortir le site et quand on a sorti le site, sur cette même idée très simple,
on a réussi à avoir 3 fonds de capital risque qui nous ont suivis. On a levé 3 millions d'euros. Et c'était nécessaire hein, parce qu'encore une fois, dans les médias, on est sur une économie de coûts fixes. Donc avant de pouvoir monétiser, il faut avoir une taille critique. Atteindre cette taille critique, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Mais je dois dire qu'on a été assez vite financé. Ça a été une partie facile. Alors on parlait de votre audience tout à l'heure et vous venez de parler de votre chiffre d'affaires. Webedia, ce n'est pas que de l'édition, c'est aussi du conseil aux marques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette partie dont on parle un petit peu moins? C'est quelle part du chiffre d'affaires cette activité? Sur le périmètre de Webedia aujourd'hui fait à peu près 50% de son chiffre d'affaires sur des métiers publicitaires classiques et puis 50% de son chiffre d'affaires sur des métiers, je dirais, de service aux marques, de conseil. Alors on appelle ça du brand publishing chez nous. En gros, ça consiste à dire aux marques, on va vous transformer en médias. Tout ce qui a fait notre succès pour construire des audiences rapides, les engager avec nos sites sur des thématiques, ben on va le faire avec vous sur les territoires que vous allez choisir. Alors on le fait avec L'Oréal sur le territoire du glamour, on le fait avec Schweppes sur le territoire de la nuit, alors on le fait avec l'Occitane sur le territoire de la Provence. Et on donne à ces marques tous les atouts d'un publisher pour qu'ils soient capables de construire très vite des audiences naturelles. Voilà, ce qu'on a fait, nous on dit, on est passé de 0 à quasiment 3 millions de visites par jour sur les sites sans investir un seul euro de marketing, jamais. Ce qu'on a fait pour nous, on peut le faire pour vous avec nos actifs qui sont basiquement du contenu, de la technologie et un peu de savoir-faire sur que demandent les gens sur Internet, comment on travaille à partir des principales portes d'entrée du web que sont Google et Facebook. Voilà ce qu'on a fait. C'est une question de Jean-Daniel qui dit zéro marketing, absolument, pourquoi? Parce qu'on ne paye pas quelqu'un pour venir lire son journal. On peut payer pour l'attirer, voir à quoi ça ressemble quand même. On peut l'attirer pour voir à quoi ça ressemble si derrière on a un modèle de monétisation qui permet de compenser ce coût d'acquisition. C'est-à-dire que c'est possible si vous vendez un journal. Sur le web, c'est compliqué. Sur le web, c'est gratuit. On est sur une monétisation qui est publicitaire, qui aujourd'hui ne permet pas, dans une logique de médias, de rentabiliser des coûts marketing. Et philosophiquement, encore une fois, vous ne payez pas les gens pour venir vous lire. Vous ne payez pas les gens pour venir vous regarder. Enfin, il faut se mettre ça comme règle quand on lance un média. Sinon, on se trompe. Vous êtes en quelque sorte un constructeur d'audience pour les marques. Est-ce que ça risque pas de se faire au détriment du contenu? Je sais que certains ont pu vous reprocher justement de mêler information et promotion. Ouais, on a zéro tabou là-dessus. On est sur des univers d'abord où les frontières sont extrêmement poreuses entre la communication, l'information, le divertissement. On joue de ça. Ce qu'on s'interdit de faire, c'est de faire la même chose sur des thématiques sérieuses. On a dans le groupe maintenant ce qui s'appelle Terra Femina, qui est positionné sur de l'information plus sérieuse que ça, avec lesquelles on évite de jouer ce type je dirais de frontières poreuses. Mais sur nos sites de mode, de people, etc., je dirais, le public éditorial a toujours fait partie de l'économie. Et on a vraiment zéro tabou sur le sujet. Camille demande qui est votre plus important concurrent aujourd'hui? Concurrent, on se bat contre tous les grands pure players déjà, des gens qui s'appellent Yahoo au féminin. Donc, voilà. Et ensuite, Melty un peu, mais sur une cible qui n'est pas exactement la nôtre. Ouais. On travaille plutôt sur les femmes et ensuite la thématique divertissement. Melty est positionné sur le jeune, qui est une cible qui est chez nous, mais je dirais de manière moins verticale qu'eux. Non, nos grands concurrents sont plutôt sur l'univers féminin. Bah, dans votre groupe, il y a le Journal des femmes contre lequel on se bat de temps en temps. Et ensuite, quelques marques du papier qui ont réussi sur le web. Elle est un vrai concurrent aujourd'hui. Alors, beaucoup de questions. Cécile demande, j'ai perdu la question, c'était si vous pouviez acheter un pure player aujourd'hui sans vous soucier du prix, lequel rachèteriez-vous? Il n'en reste plus beaucoup des gros disponibles. Hein. Enfin, c'est surtout ça le point, c'est qu'aujourd'hui, il y a le groupe du Journal du Net, qui est un groupe, qui est le dernier grand groupe indépendant. Il y avait historiquement 3 groupes, Webedia, Allociné et CCM Benchmark. CCM Benchmark. Webedia et Allociné ont décidé de fusionner. Donc il n'en reste plus qu'un. Je dirais donc
Ça pourrait être un site, ou au-delà d'un groupe, peut-être un site, je ne sais pas, il y a encore quelques pure players. Après, dans la thématique divertissement, peut-être pas tant que ça. Très peu. Sincèrement, je vois peu de cibles disponibles aujourd'hui. En revanche, ce que je regarde aujourd'hui, c'est les nouveaux modèles. On se pose des questions sur les modèles de MCN, quoi, de Multi-Channel Network. On se pose des questions sur la vidéo ou de l'application mobile. Enfin, on se pose une dimension un peu plus servicielle. Où là, effectivement, il y a des petites pépites qui peuvent naître, qui ne sont pas encore là. Donc on est... Vous êtes à l'écoute on reste à l'écoute, oui, bien sûr. On est très à l'écoute. Beaucoup de dossiers, du fait de l'actualité qu'on a eu ces derniers temps, nous arrivent de manière assez naturelle. Et on les regarde tous. Et on sait qu'on a une nécessité de faire évoluer notre business model, du fait de la transformation du marché publicitaire, de l'ad exchange, etc. Donc c'est quelque chose qu'on regarde de manière très attentive. Justement, en parlant d'actualité corporate, donc fin 2012, les 3 fonds qui vous avaient accompagné dans l'aventure avaient décidé de sortir. Il y a quand même eu un certain laps de temps avant que finalement ça se fasse. Ça s'est fait 6 mois plus tard. Ça a été Fimalac. Honnêtement, ça a un peu étonné en fait, parce que Fimalac n'était pas du tout identifié dans le milieu du web. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que c'est un peu par défaut, faute d'acquéreurs qui étaient prêts à dépenser les 70 millions qu'a dépensé Fimalac? Est-ce qu'il y a vraiment des synergies là-dessus? C'était pas faute d'acquéreurs, puisque sans rien, pour être complètement transparent, on a eu quasiment une dizaine d'offres, ou au minimum de discussions. D'accord. Et on n'a pas fait le choix du mieux disant financier. Alors pourquoi on a fait le choix du plus beau projet. On a été complètement, je dirais, d'abord charmé par la rencontre avec Marc de la Ladrée de la Charrière et Véronique Morali, qui sont 2 entrepreneurs. Là où en face, on avait des industriels ou des financiers. Là, on a rencontré des entrepreneurs. Donc ça a été notre premier facteur de choix. Et ensuite, par le projet qui a consisté à nous dire, on va vous donner des moyens, on va vous aider à vous internationaliser. On va vous apporter tous les actifs de Fimalac dans le domaine du divertissement physique. Et avec ça, on veut construire le premier groupe digital français et plus, si on y arrive. C'est ça qu'on avait envie d'entendre. Et ça a été une belle rencontre d'entrepreneurs et un projet ambitieux partagé qui nous a fait choisir. Mais ils sont arrivés très tard dans la course, donc c'est pour ça que ça a un peu duré. Sur la ligne, ils l'ont emporté. Sur la ligne, c'est exactement. Les synergies, tout le monde au poteau. Les synergies que vous évoquez entre l'activité de billetterie, de concert en fait de Fimalac, je les identifie pas trop, moi en fait. Elles sont où par rapport à Webedia? Elles sont multiples. Aujourd'hui, Webedia peut faire 2 choses par rapport à l'activité divertissement de Fimalac. La première chose, c'est on est leur lien direct avec le public. C'est 14 ou 15 millions de visiteurs uniques. C'est ce qu'ils leur donne aujourd'hui. Influence en fait, un peu, plus ou moins. Je caricature, mais... Un peu d'influence, mais surtout de la capacité à commercialiser des choses vis-à-vis du public. Genre, on va pouvoir... Ils sont aujourd'hui promoteurs d'artistes et éditeurs de spectacles. Nous, on va permettre de commercialiser ces spectacles en montant des fronts internet, en leur donnant accès à 15 millions d'audiences qui aiment le divertissement puisqu'ils viennent sur nos sites. Donc on est le dernier kilomètre, le maillon final pour essayer de vendre tout ce qui a été produit en amont. Ça c'est la première chose d'un point de vue B2C. Et d'un point de vue B2B, on a une régie qui permet d'associer des marques à tout ce qu'ils font dans le domaine du spectacle, associer des marques à des artistes. Et donc ça c'est sur du offline où on a une régie qui... On voit que les régies sont aujourd'hui... ont la nécessité de sortir d'Internet pour offrir à nos clients annonceurs plus de choses sur le offline, d'autres médias, de l'event, ces fameuses stratégies 360. Et Fimalac nous permet ça dans le monde du divertissement. Alors cet été, c'était au tour d'Allociné d'être racheté par Fimalac. Qu'est-ce qui va vous apporter ce site et surtout un mot sur la réorganisation en interne que ça provoque? D'abord, Allociné, c'est un magnifique site. Hein, peu de gens le savent, mais c'est un actif magnifique du web qui a 20 ans, qui n'a cessé de progresser, qui aujourd'hui capte toute la donnée cinéma sur le web. Je pense que tous les cinéphiles, tous les gens qui vont au cinéma passent au moins une fois par mois sur Allociné, puisque c'est plus d'1 million de visites jour.
Et quand on le compare au box-office, ça veut dire que normalement, tout le monde vient sur Allociné. Donc, d'abord, ça a été une magnifique opportunité. Ensuite, les choses s'imbriquaient parfaitement. Allociné est très bon sur un vertical avec un captif qui est le cinéma, et très bon pour produire de l'audience à partir de bases de données, et très fort sur deux sujets où on était, nous, faibles et qui commencent à croître, qui sont le mobile et la vidéo. Webedia était bon plutôt sur l'actualité chaude et faire de l'audience avec de l'actualité, et sur ce qu'on appelait les opérations spéciales. On va combiner tout ça, et on va avoir des actifs qui permettent de créer des audiences de manière très différente, et des actifs qui permettent de vendre aux marques toute la panoplie de ce qu'elles demandent et qui est à la mode aujourd'hui, l'opération spéciale, du multi-device, de la vidéo, etc. Donc ça s'est imbriqué parfaitement. Ça, c'est sur la France. Et à l'international, les deux pays majeurs d'Allociné, c'était le Brésil et l'Allemagne, qui étaient pour l'un un choix où on se développe très très vite, le Brésil, et l'Allemagne qui était notre seconde cible. Donc là, on est en train de combiner nos forces à l'international sur ces deux pays-là. Et ça fait que on est sur un projet de consolidation où les synergies de revenus sont extrêmement fortes. Vous dites à juste titre que le mobile et l'international figurent parmi les points forts d'Allociné en termes d'audience. Le souci, c'est que pour moi, Allociné, c'est l'exemple typique de la boîte dont les revenus ont été vraiment cannibalisés par le mobile. En fait, le souci, c'est qu'ils ont eu vraiment un transfert de leur audience vers le mobile, et cette audience, ils n'arrivent pas à la monétiser. Et on le voit, le chiffre d'affaires, il était quand même en légère chute. On annonce une stagnation pour 2013. Rien que le prix de vente d'Allociné témoigne vraiment de cette perte de valorisation. Comment vous pensez changer ça, en fait? Non, on subit tous un transfert de valeur du web sur le mobile. Ce n'est pas un transfert de valeur, c'est un transfert de l'usage. Et à nous de retrouver... Qui s'accompagne d'une perte de chiffre d'affaires aujourd'hui. Qui s'accompagne une perte de chiffre d'affaires aujourd'hui. Après, quand je vois le chiffre du mobile qu'on va faire cette année sur le périmètre du groupe, ça va représenter un petit 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça commence à devenir un chiffre très significatif. Ça reste 5% du chiffre d'affaires, du coup. Ça reste ça, ou un peu moins, mais ça commence à être plutôt 10% du chiffre d'affaires publicitaire, si on, le métier, si on enlève les métiers de service, etc. Par rapport à l'audience, qui doit être sans doute plus proche des 25%. L'audience est autour de 20%, exactement. Donc, non, on est en train de rattraper ce... Est-ce qu'on va le compenser complètement? Objectivement, personne ne sait. La seule chose qui est certaine, c'est que tout le travail qu'on a fait sur le web pour développer des modèles publicitaires qui vont au-delà du carré et du rectangle et qui donnent beaucoup de valeur sur un annonceur, on les appelle OPS, on les appelle brand content, on les appelle comme on veut, ce ne sont pas aujourd'hui déportés sur le mobile parce que technologiquement, c'était un peu plus compliqué. Tant qu'il n'y aura pas ce boulot qui sera fait, c'est-à-dire de faire autre chose que des carrés et des rectangles, on n'arrivera pas à transférer toute la valeur. Donc l'enjeu, il est dans l'innovation, la capacité à transférer toute l'intelligence qu'on a mis sur le web, sur le mobile, et c'est à ça qu'on s'attache. D'accord. Anne-Marie demande, c'est quoi la prochaine étape pour Webedia? Effectivement, quelles sont vos perspectives maintenant que vous avez couvert une bonne part des verticaux, comme vous le disiez? Quels sont les axes de développement? D'abord, on a quelques verticaux complémentaires qu'on est en train de regarder. Marc Lacharrière l'a annoncé, on regarde des choses dans la gastronomie et la cuisine. Le jeu vidéo nous intéresse. Donc ça reste on pense, nous, que la cuisine est quelque chose qui est rentré dans le divertissement des Français, que c'est plus quelque chose qui est... Il y a beaucoup de concurrents sur ce sujet. Il y en a. Sur le jeu vidéo, avec le cinéma et la musique, c'est une brique essentielle aussi de la logique du divertissement des jeunes. Donc on regarde... On se pose toujours la question du make it or buy, et puis vous avisez on avise en fonction de voilà, est-ce que les cibles sont disponibles, donc ça on avise, on est très agile là-dessus. Donc là, la première chose, c'est de regarder quelques verticaux, et ensuite de rentrer dans les nouveaux modèles de monétisation de ces verticaux, qui sont pour une partie basés sur la vidéo avec ces modèles de MCN qu'on regarde, et la deuxième chose sur la data. Je veux dire, la data généraliste sur l'internaute, on ne va pas y aller, elle va être captée par Google et Facebook. En revanche, l'intelligence d'un vertical, c'est quoi ce que les gens veulent, aiment, souhaitent sur le cinéma, la mode et la beauté,
la cuisine ou le jeu vidéo, c'est des choses où on peut être meilleur que ces gens-là, en étant non pas généraliste, mais une approche de spécialiste. Ça a toujours été la logique de Webedia, d'approcher ce marché du web non pas comme un généraliste, mais comme un multispécialiste qui rentre de manière très profonde sur des verticaux étroits. Donc ça, c'est notre prochaine étape. Cette analyse de la data, ce serait avec des partenaires technologiques qui existent et qui sont spécialisés dans la segmentation d'audience, ou ce serait, encore une fois, via une solution interne? On aime bien l'intégration verticale et tout contrôlé. Chez Webedia et plus généralement chez Fimalac et Allociné est aussi dans cette culture-là. On a y compris développé par exemple notre ad server et peut utiliser notre serveur externe pour rentrer pour vraiment maîtriser toute la chaîne de valeur. Parce que quand on commence à vouloir se spécialiser, alors on a besoin d'outils qui permettent de faire de la dentelle, et les outils généralistes ne permettent de traiter ne permettent pas de faire cette dentelle-là. Donc on réfléchit plutôt de manière interne, je dirais. Alors je reviens sur la réorganisation. On a une question d'invité 342 qui dit Who's the boss chez Webedia, Allociné, Terra Femina. C'était également une question de Nicolas. Aujourd'hui, la structure de gouvernance, elle est très simple. Il y a un directoire, dont Véronique Morali est la présidente, et où il y a 2 directeurs généraux, qui sont moi-même et mon ancien associé chez Webedia, qui est Guillaume Multrier. Et ensuite, il y a un conseil de surveillance, qui est présidé par Marc de la Charrière, et dans laquelle il y a le fondateur d'Allociné, qui est Grégoire Lassalle. Donc, mais du coup, il n'est plus dans la direction générale, en fait, Grégoire Lassalle, il est juste... Il y est jusqu'à ce que, de manière technique, la fusion des sociétés s'opère. Et qui pilotera Allociné, en fait, le directoire de Webedia. Donc Véronique Morali, moi-même et Guillaume Multrier. D'accord, ok, ouais. Donc, Et aujourd'hui, il y a un directeur général qui s'appelle Stéphane Bayot, qui va continuer à remplir ses fonctions. Mais effectivement, toute proportion gardée, c'est un peu comme Publicis et Omnicom qui se rapprochent. Vous êtes quand même 2 groupes de taille et de chiffre d'affaires quasiment identiques. Il y aura quand même de gros enjeux, notamment fatalement de la création de doublons. Ça va être un gros défi, non, les mois à venir? Alors les doublons, sincèrement, il y en a peu. Il y en a notamment sur des fonctions support. Ensuite, on va... au niveau de la régie, non, peut-être? Au niveau de la régie, d'un point de vue commercial, on va avoir une régie commune et on va avoir... on va globaliser nos forces et notre offre pour pouvoir justement mettre ces opérations spéciales, la data, la vidéo, etc. En ayant une offre globale Allociné et Webedia. Donc ça, on va le faire. On va amener les savoir-faire de chacun dans cette offre, les opérations spéciales, la vidéo, le mobile, etc. En revanche, ce n'est pas pour ça qu'on va baisser notre couverture terrain. On va avoir besoin de 2 fois plus de commerciaux, parce que ce n'est pas vrai qu'on fait le même chiffre d'affaires avec 2 fois moins de commerciaux. Là-dessus, il y a un enjeu plutôt de construction d'offres, et sur la régie, on a un enjeu de synergie de revenus, c'est-à-dire comment on fait basculer une partie des choses de chez l'un et chez l'autre, et vice-versa. Sur les équipes techniques, on sait tous dans le web que la technique est en général le goulot d'étranglement du développement. Donc on a plutôt envie de faire grossir ça. Ensuite sur les rédactions, on a des rédactions qui sont toutes spécialisées, donc sur lesquelles il y a assez peu de synergie à faire. Il y a un enjeu sur les fonctions support qu'on est en train de regarder. Il n'y a pas de doublon, par exemple, entre Purciné et Allociné? Si. Là, il y a clairement un doublon sur Purciné et Allociné. Donc ça, effectivement, on est en train de réfléchir au futur de Purciné, qui sera soit une transformation du business model et du territoire. Est-ce que Purciné va plus sur la série? On est en train de regarder ça. Est-ce qu'on cède Purciné? C'est aussi une option. Que ce soit à ses managers ou à un tiers, on est en train d'envisager cette option. Effectivement, le Purciné et Allociné, je dirais, aujourd'hui, sur le modèle qui est le modèle existant, effectivement, là, il y a un sujet à traiter, mais qu'on est en train de traiter. Sophie demande, aujourd'hui, le principal concurrent d'Allociné n'est-il pas Google et YouTube? Comment se différencier par rapport à un concurrent qui est aussi le principal apporteur de trafic du site? Alors, Google et YouTube captent une partie du trafic cinéma. Il y a 2 choses qui n'auront pas.
et qui ont une valeur terrible chez Allociné. La première chose, ce sont les étoiles Allociné, les notations Allociné. C'est un des gros actifs d'Allociné que de pouvoir avoir ce pouvoir de recommandation en disant, voilà, les cinéphiles recommandent, la presse recommande, et c'est un des gros... donc ça, c'est quelque chose qui Rien ne pourrait les empêcher de le faire, ceci étant, parce qu'on voit qu'ils sont de plus en plus dans de la curation de contenu. Ça pourrait être aussi envisageable, d'autant que je ne pense pas que ce soit très complexe à mettre en place. Oui. D'une manière générale, dans nos business Internet, chaque fois qu'on se pose la question « et si Google le faisait ?» on a peur. Faut pas... Maintenant, encore une fois, il faut savoir là où on est différenciant. D'abord, le cinéma, ça reste à l'échelle de Google une niche. Ce n'est pas le voyage, ce n'est pas le shopping, ça reste une niche. Donc, ils aiment plutôt les grosses choses. La deuxième chose, c'est de continuer à se différencier par, la profondeur des contenus, des choses que Google n'aura pas, qui sont cette capacité à fédérer la communauté cinéma, à la faire interagir, noter les films, etc. Donc tout ça, c'est des choses avec lesquelles on va continuer à se battre. Mais effectivement, on est dans un métier où on est tous un peu Google dépendants. Et faut vivre avec. Voilà. Vous parlez de votre développement à l'international tout à l'heure. Boy Nyandan demande, est-ce que vous pensez avoir une filiale en Afrique, des pays comme le Sénégal où il y a beaucoup de personnes qui vous suivent? Alors effectivement, on a beaucoup de gens qui nous suivent et sur Allociné et sur Webedia dans les pays africains, que ce soit en Afrique du Nord, dans les pays du Golfe ou en Afrique noire. Cette question on ne peut plus à l'ordre du jour. Donc on a des sujets effectivement et sur les Émirats et sur l'Afrique noire. Donc je dirais, on va voir, on est en train de faire des évaluations, mais on croit vraiment au continent africain. En termes d'audience, j'imagine, mais en termes de monétisation, il y a des opportunités là-bas? Sur les pays du Golfe, oui, c'est très clair aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est que ça devient surtout, et nous c'est comme ça qu'on se déplace et qu'on fait notre stratégie, de manière pas très fine peut-être, mais on suit nos clients. Et tous nos clients de la cosmétique sont en train d'aller sur ces marchés, et toutes les grandes agences sont en train de se positionner de manière assez forte sur ces marchés. Donc nous, on suit nos clients en essayant de développer des supports verticaux leaders sur les marchés où ils se déplacent. On vous sent très ambitieux quand même, enfin, c'est normal, sur l'international, sur de nouvelles acquisitions. Quand Marc Ladré de la Charrière vous a acquis, est-ce qu'il vous a promis une enveloppe finalement pour continuer le développement? Vous avez une enveloppe qui vous a allouée pour ça ou... Non, il n'y a pas d'enveloppe. Non, mais je le dis de manière très claire, il n'y a pas d'enveloppe, il y a juste des opportunités qu'on évalue comme des bons artisans en fonction du ROI, de la valeur que ça crée. Et en revanche, effectivement, c'est un groupe qui a les moyens, pour servir ses ambitions quand elles ont le retour sur investissement qui est bon. C'est-à-dire qu'on raisonne rarement en termes de coûts, on raisonne surtout en termes d'investissement et de développement. Ce que fait Marc Ladré de la Charrière, c'est de prendre des pépites françaises et d'essayer de les internationaliser. C'est assez séduisant et il a un levier très fort là-dessus, que ce soit par ses moyens, son track record, on l'utilise beaucoup. Aujourd'hui, c'est combien de personnes, Webedia? 300 personnes. Webedia plus Allociné, aujourd'hui, ça va faire 300 personnes. En France, et une 60 personnes à l'international à peu près. Je termine avec une question de Cécile, qui pourra peut-être clore cette émission. Elle demande, êtes-vous optimiste quant à la rentabilité des médias web? Je suis optimiste dans le sens où chaque année, on a promis une révolution et chaque année, il a fallu juste s'adapter. Je ne suis pas optimiste par rapport à la pérennité du modèle de monétisation actuel consistant à qui vit des mutations du fait du mobile et des ad exchange. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose sur lequel il va falloir inventer des nouveaux modèles. Les nouveaux modèles, ils sont extrêmement clairs. C'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sur le offline, qu'est-ce qu'on peut faire sur la vidéo, comment on réinvente de la vraie publicité multi-device, comment on valorise de la data verticale, premium, etc. Donc on est sur ces sujets-là. Mais
oui, elle a raison de dire que le modèle actuel de la publicité va aller vers une baisse de rentabilité. Tout le sujet, c'est de pas rester les deux pieds dans le même sabot. Hein. Mais moi, je ne suis pas forcément d'accord quand on dit qu'on va avoir... Enfin, le modèle du display peut se réinventer justement avec la data, parce que ça va permettre de mieux valoriser les impressions. En tout cas, le display, ce sera display plus data, ça sera plus display simple comme on le fait aujourd'hui. On dit la même chose. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment, Cédric Siré, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et à celles des internautes. Nicolas, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis et d'avoir été aussi nombreux à poser vos questions. Il vous reste donc une semaine pour réfléchir à celles que vous poserez à notre prochain invité. Ce sera Pierre Comte, le PDG de Groupe M France. À la semaine prochaine.